Il n'y a pas de pouce rouge, Alex. Ça n'existe pas sur Twitch. Tu vas pas pouvoir le faire. Salut Cyril, salut Alex, salut Joe. Alors attends, je vais couper le retour. Le son grésille pas. Encore une fois, c'est cool. Salut Pascal. Salut Massé Ferguson 26. Salut Kylian. Salut Baptiste, bienvenue. Ouais, j'ai changé. On est samedi. D'habitude, je le fais dimanche, mais voilà, je ne sais pas encore quel jour je prendrai l'habitude de le faire. Et puis demain, j'ai quelque chose de prévu, donc je ne serai pas chez moi, je ne pourrai pas streamer. Donc me voilà, ce soir. Bon appétit. Bon appétit. Moi, je mange entre les repas et je ne mange pas aux heures normales, c'est pour ça que j'arrive à streamer. Ah là là. On devrait m'entendre. Un 2, un 2, c'est bon. Génial. Ah, il est 20h pile poil. Je n'ai pas trop fait exprès. 21h pourrait être un bon horaire. Bah oui, ça pourrait être pas mal. Salut Flavien, salut Abeille. Vous êtes plein de nouveaux. Salut Adrien, salut Kant Farmer. Les fois précédentes, on était le dimanche. Là, peut-être que vous ne serez pas les mêmes ce soir, mais je reconnais pas mal d'entre vous. Cyril, Pascal, Alex, au rendez-vous tout le temps. Salut Joe. Salut. Chat mis en pause pour cause de défilement. Bah, pourtant, ça défile pas vite. Bon voilà, un petit live, vous avez vu, pour expliquer ce qui s'est passé cette semaine, à la fois dans la zone commentaire de la dernière vidéo, et puis aussi ce que j'ai fait au champ cette semaine. Bon, vous avez dû voir en photo sur Facebook, sur Twitter, sur un petit peu partout. Va manger Alex, il va te faire engueuler par ta femme. Et tes filles vont te casser les pieds. Ça va être de ma faute encore. Salut Anto. Attends, je vais essayer de mettre un peu la musique dans le fond sans que ça grésille. Alors, j'ai complètement reformaté mon PC. Alors, si ça marche pas, ça craint. C'est que je dois pas paramétrer comme il faut le truc. Attends, on va mettre un petit peu de son. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Salut tout le monde. Salut Cocorico. Un peu fort le son. Ok. La musique, Adrien, tu trouves qu'elle est trop forte? Ou c'est après? Oui, je pense que c'est la musique que tu veux parler. Je vais baisser un tout petit peu. 1, 2, 3 crans. Ok, faut que je mémorise ça. J'ai essayé de mettre le chat un peu plus gros aussi sur l'image, là, ici. Tac, après. Bon appétit, Flavien. Bon, comment allez-vous? Ah, ça grésille un tout petit peu. C'est peut-être le Bluetooth. Je déteste que ça marche mal. Pour l'instant, ça a l'air de passer. Ouais, ça va impeccable. Ça va impeccable. J'ai passé ma journée à faire du montage. Alors, les 3 vidéos qui vont venir sont prêtes. J'ai pris un peu d'avance parce que je vais prendre quelques jours de repos à partir de demain et un petit bout de la semaine prochaine. Je ne vais pas prendre une semaine complète. Et j'ai voulu me mettre
j'ai voulu me mettre en avance sur ce que je vous propose sur la chaîne principale. Parce que quand je prends des journées off comme ça en dehors de la ferme, eh bien, je ne tourne pas de vidéos sur les travaux, donc je m'organise un petit peu avant. Donc là, dans les tuyaux, il y a 3 vidéos. Ça va bien, merci Anto. Ouais. Donc j'ai passé la journée devant l'ordinateur et puis reconfigurer le PC. Là, j'ai complètement formaté. Après, je pense que je vais le renvoyer à l'expéditeur. C'est un Dell que j'ai acheté il y a 6 mois. Et puis, il y a des différents petits problèmes. Au démarrage, quand il y a un écran extérieur qui est branché dessus en HDMI, il va planter, écran bleu. Enfin, c'est pas normal. Voilà pour mes petits tracas. Ça va bien. Alors Baptiste, qu'est-ce que j'ai fait de beau cette semaine? Alors j'ai soldé ce qu'on appelle les azotes, les engrais azotés sur les blés, colza, orge. J'ai mis quelques photos sur Twitter et Facebook et je vais les passer ici un peu dans le live. Il y aura quelques photos différentes. Bon, c'est relativement proche des photos que j'ai publiées, hein, mais c'est des photos de nuit, ouais, parce que j'ai intervenu de nuit. Je me suis dépêché de faire ça dans un créneau court, parce qu'on était à peu près sûr qu'il y avait de l'eau qui arrivait. Donc l'idée, c'était de le faire avant que l'eau arrive, et puis que je ne sois pas débordé non plus par l'eau. Parce que, bon, il était annoncé 10-20 mm grand max, mais au cas où il en venait beaucoup, eh bien, il faut quand même se dépêcher de mettre l'engrais quand on est sûr que l'eau arrive. Mais on ne peut pas non plus y aller trop tôt, c'est ce que j'expliquerai dans les vidéos. On ne peut pas non plus y aller trop tôt, que si on se base sur une prévision qui est trop lointaine, une prévision de pluie qui est trop lointaine, je rappelle, la pluie est nécessaire à assimiler l'azote par les plantes. Si on fait trop tôt et que la pluie ne vient pas, et ton azote elle est moins efficace, ça s'évapore un petit peu. Alors les vidéos, elle parle de quoi, Adrien? Ça va parler un petit peu de la nouvelle luzerne que j'ai implantée dans 8 hectares. J'ai fait un petit coup de nettoyage de fauche. Il y aura ce dernier apport d'azote sur toutes les cultures. Et puis, il y aura la préparation des terres au tournesol. Voilà. Attends, je vérifie que ça passe bien. Nickel. Ça marche bien. Est-ce que tu as une vidéo de prévue sur les mécaniques? Esteban, oui, sur la 1680, la moissonneuse, ouais, je ferai quelque chose. J'y ai pas travaillé encore, donc forcément, c'est pas pour tout de suite. Mais il y aura, oui, un changement de courroie, il y aura un changement d'un relais sur la centrale à clignotant. Voilà, des petites choses. C'est pas un moteur. Comme je disais la dernière fois, c'est pas un moteur à changer. Cocorico, non, je fais pas de bois, mais je prévois d'en faire une. Là-dessus, je vais pas ensterrer du bois, je vais pas abattre des arbres. Même si cet aspect-là, j'en parlerai un petit peu. J'ai quelques bois en propriété, puis je suis en train de les valoriser. Il y a des chênes qui sont arrivés à maturité, donc c'est des chênes centenaires. Hein. Et j'ai envie de raconter un petit peu ce qu'est l'exploitation du bois aussi, la valorisation, ce que ça peut avoir comme valeur marchande, le bois. Donc ça, ouais, je le ferai. Donc, mais j'ai pas fait de bois de chauffage parce que là, avant, on en faisait pas mal. Parce que dans ma famille, on se chauffait pas mal au bois. Mais ils ont changé un petit peu la manière de chauffer. Donc forcément, on fait un peu de bois pour nous, mais on en vend, hein, on vend des stères de bois pour d'autres personnes. Et on ne le fait pas particulièrement nous. Et puis les bordures de bois sont plutôt bien entretenues. Là, jusqu'à présent, avec papa, on en a fait pas mal. Et il n'y a pas trop de bois à entretenir qui mange trop sur les cultures. Oui, il y a beaucoup de questions. Ah non, c'est bon, j'ai pas loupé. Clémence Mout, bonsoir. Clémence, oui. J'arrive pas bien à te lire. Alors, combien de fois apportes-tu des engrais? Mon père, environ 5 fois sur le blé. Donc, Clem, oui, donc il fait ce que l'on appelle, puis je le fais aussi en biberonne, c'est-à-dire qu'on donne au fur et à mesure des besoins du blé l'azote dont il a besoin. Moi, j'apporte en 3 fois, au talage, à l'épi 1 cm à peu près,
Et puis là, une fois qu'il a passé... et puis à la dernière feuille. Étalée. Donc je vais passer une troisième fois si on veut, d'ici quelques semaines. Mais c'est 20-25% de la dose totale d'azote. Donc je passe que 3 fois. Sur le colza, je passe 2 fois. Sur l'or, je passe 2 fois. 5 fois, ça me ferait trop. Ça ferait trop d'intervention, ça ferait beaucoup de passages. Après, c'est sans doute très bien. Ce qu'il fait, ça permet d'être au plus proche des besoins. En Camargue, Esteban, ils ne s'en mettent plus pour le blé dur car le riz est tellement coûteux en frais qu'il ne fait plus qu'un seul désherbage. Ok. Mathéo, oui, bah de toute façon, oui, vu que le bois, je ne le fais pas moi-même, forcément, on le fait faire, le bois. Bon appétit, Mathéo. 5 fois pour faire des protéines. Bah oui, j'imagine que les deux, ouais, le dernier rapport, comme tu dis Pascal, à mon avis, c'est pour Clem, pour faire les protéines. Ouais, moi, le dernier rapport à la feuille au gonflement, ça va être pour améliorer, ça va peut-être apporter du rendement, faire du poids en plus de blé en rendement, mais ça va surtout améliorer les protéines. C'est surtout un apport pour favoriser les protéines et non pas le rendement. Même si ça affecte un peu le rendement. Le débusqueur. C'est quoi le débusqueur, Cocorico? Ah ok, ton papa habite à 1 heure de chez moi. D'accord. Mon prénom se dit Esteban. Autant pour moi. On va y arriver. J'ai invité un confrère sur Twitter à venir échanger ici en visioconférence. On va voir s'il peut se libérer. Sinon, c'est pas grave, on va discuter ensemble. Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de raconter ce que vous faites sur votre ferme. Hein. Il n'y a pas que ma ferme, comme je disais la dernière fois. Il y a aussi Château-Lavalière. Oui, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Oui, bah, j'imagine que oui, les cultures se conduisent à peu près comme nous. Après, il y a des particularités. Chacun est libre voilà, d'apporter l'azote dans le fractionnement qu'il souhaite. Ça, c'est vraiment libre à chacun. Donc, plus c'est fractionné, je dirais mieux c'est. Après, voilà, économiquement, faire un passage, passer de 3 à 5 passages, il faudrait faire les calculs de coût de passage. Ah d'accord, un débusqueur, c'est un gros gyrobroyeur. Gyrobrouilleur. T'as écrit gyrobrouilleur. Gyrobroyeur, d'accord. Donc un broyeur, et c'est trop bien, et c'est drôle. Ok, bah je regarderai. Ah oui, vous avez combien de flottes chez vous? Moi, j'ai même pas regardé. On a eu entre 10 et 20 au total. Donc c'est vraiment super pour les engrais qui ont été apportés. Moi, ça me fait, si je regarde mon cumul là sur ma station qui est proche de chez moi, on a eu, sur le mois de mars, quoi, 16 mm. Ah bah comme toi. Un petit peu plus que toi. Non, Clem, non, c'est pas un décompacteur que je souhaite acheter, c'est un déchômeur. Je l'ai choisi, mais il n'y a rien d'officiel encore. Donc ça viendra. Je vais vous bassiner avec ça. Je vais vous en parler et reparler. Que dalle niveau flotte, tu as jamais entendu parler de la Camargue et du riz? Bah si. Si, mais c'est quoi le rapport entre la pluviométrie et le riz? Ouais, je demandais oui, si vous avez eu pas mal de flotte par les conditions météo. Là, il pleut un petit peu partout en France, mais c'est des averses, alors vous n'avez pas tous... c'est vachement disparate, quoi. Tout le monde n'est pas servi à la même sauce. « 9 mm chez toi, ok. Pas grand-chose en Anjou. » Mais après, ouais, là, quand je regarde la météo à 10-15 jours, il n'en est pas annoncé beaucoup. Hein. Attends, je vais essayer de mettre la météo. Alors, Météo Ciel, vous avez dû voir, moi c'est un site que j'utilise beaucoup pour les prévisions météo. Météo Ciel, il est planté parce que les serveurs de l'hébergeur OVH a brûlé.
Donc c'est ballot, ça craint. C'est vraiment une perte économique pour ceux qui proposent du contenu, qui ont des emplois derrière. Et OVH aussi derrière, l'entreprise française, ça l'a bien planté. J'imagine que ça ne doit pas être simple pour ces entreprises-là. Tiens, on va regarder la météo. Là, on va se mettre sur Tours, sur météo bleu. On va aller sur météo bleu. Okay. Ah ouais, d'accord, ok, Stéphane. Oui, bah oui. Non, mais je me souviens de ta chaîne, oui, avec les chenilles dans tes champs de riz en Camargue. Alors après, c'est sûr que, imagine dans tes champs, dans ces zones de culture, il y a tout le temps de l'eau, quoi, peu importe s'il en vient par le ciel. 20-25 litres cette semaine, nous en Belgique, ok. Donc 20-25 litres, ça correspond à 20-25 mm en termes de précipitation. Voilà, c'est pareil. Pour ceux qui souhaiteraient avoir la correspondance en millimètres. Oui, ma femme a des clients qui n'ont plus de site internet. C'est vrai que moi j'ai 1 ou 2 sites internet, c'est pareil, et par chance, ils n'étaient pas hébergés sur le serveur qui ont cramé. Il a plu dans le 21, Côte d'Armor. Donc ouais, par zone, mais ça a vachement soufflé aujourd'hui. Hein. Commentaire. Tu as fait voir la météo là. Météo Blue. Quand on regarde la météo, eh bien c'est chaud. C'est chaud parce qu'on a quasiment eu toute la flotte. On n'aura pas plus de flotte dans les jours qui viennent, quoi. Là, c'est chez moi, il y a quoi? Il y a 2 mm sur 8 jours. Et quand on regarde un petit peu plus loin, 14 jours, là, j'aime bien, on voit les courbes de température. Ah si, jeudi la semaine prochaine. Ouais, 3 mm. Ouais, non, c'est parti pour un temps sec, hein, c'est incroyable. Donc heureusement qu'il est tombé ça. Voilà. Bon, ça fait partie des trucs qu'on ne contrôle pas. Et heureusement parce que même s'il y a toujours un peu d'humidité dans le sol, les plantes arrivent quand même à pousser. Mais qui dit pas d'eau, dit mauvaise assimilation de la plante, des minéraux qu'on va lui apporter. L'eau devient un facteur limitant pour qu'elle absorbe les minéraux qu'on lui apporte à ce stade où elles en ont besoin. Donc s'il n'y a pas d'eau pour transporter les minéraux, c'est très embêtant. Donc là, il est tout juste tombé de quoi accompagner les plantes dans l'assimilation de ces minéraux, quoi, l'azote essentiellement, et puis le soufre, que j'ai apporté dans la vidéo de mardi dernier. Et on va regarder les commentaires après. Et tac, qui sont là. Allez, on va les faire défiler un peu jusqu'en bas tout à l'heure. Tac. Je vous ai préparé tout ça. Donc c'est pas encore officiel, hein, ma chaîne Twitch sur ma chaîne principale, chaîne agricole. J'ai gardé encore pas vraiment secret le truc, mais je tiens, comme je vous disais, à bien m'approprier l'outil et puis passer des bons moments ensemble, voilà, en petit comité finalement. Les premières parcelles que nous avons commencé, c'était pourri, il restait beaucoup d'eau suite à un souci de drainage. Ah ouais, Ah, vous drainez aussi vos parcelles, d'accord. Esteban, est-ce que vous avez des drainages vous avez des tuyaux, j'imagine, sous terre, mais vous avez aussi beaucoup de drainage dans ces terres de Camargue, des drainages superficiels, des fossés, des canaux. Est-ce que vous fonctionnez beaucoup avec ça? Salut Dotsfar. Non, on a fait les présentations, tu vas pas louper grand-chose. Bon appétit, ou si c'est déjà terminé, bienvenue, si tu as déjà mangé. Tac. Voilà. Attends, on va remettre ma tête en gros. Bon, ça marche bien, ça grésille pas, je suis content pour l'instant. On croise les doigts. Ça marche. Ça marche, impeccable.
Normalement, on disait qu'il était tombé tout juste assez d'eau pour suffire aux besoins des plantes en eau et puis surtout en engrais. Donc Esteban, non, pas de drainage superficiel, c'est tout en canaux en béton qui alimente, ah d'accord, les parcelles. En bout de parcelle à un coude que l'on incline à volonté, après l'eau retourne dans le Rhône par un collecteur. D'accord. Donc voilà, c'est pas des tuyaux. C'est voilà, même au sein de la France, on a vraiment des différences de drainage, de culture. C'est ça qui est magique. Il n'y a pas besoin de voyager très loin. Donc, je le rappelle, Esteban, tu as une chaîne YouTube et tu nous montres la culture du riz. Tu as raté le compte à rebours de 10 minutes de Monsieur David qui se croit sur TF1. Je t'ai pas mis les pubs encore, Alex. Donc pas de drainage, Dutzfar, oui. Et là, c'est vrai que Dutzfar, tu soulignes un truc intéressant. Voilà, c'est par chez toi, ça marche comme ça. Dans la Marne, eh bien, il n'y a pas de drainage. Ce sont des terres qui drainent très bien naturellement. Il y a des zones en France où il y en a besoin si on veut cultiver, si on veut faire des grandes cultures, et d'autres, comme par chez toi, il n'y en a pas besoin. C'est intéressant d'avoir des terrains qui drainent naturellement, quoi. C'est généralement des terrains un peu plus fertiles. Après, il y a des terrains qui drainent beaucoup, comme j'avais visité les Cévennes, où là, c'est tellement le rocher de la caillasse que l'eau va descendre direct en dessous. Et puis, il n'y a pas de terre finalement pour retenir l'eau, en fait. Donc là c'est pas parce qu'un sol est drainant qu'il va être fertile. Mais un sol fertile avec pas mal de terre qui draine bien, eh bien c'est cool. Deux-Sèvres aussi, aucun drainage. D'accord. Oh, il doit y avoir des zones d'élevage où, si on veut les passer en culture, ou c'est des zones qui marchent bien en élevage dans les Deux-Sèvres peut-être. Après, ça doit être diversifié. Je pense qu'il y a pas mal d'élevages en Deux-Sèvres, je me trompe. C'est l'abeille. Ton 1400 est mieux que les vieux Fiat à Alex de France 2. Les Fiat à Alex de France 2. Ah oui, c'est par rapport à TF1 que tu dis ça. Jamais on attaque les déchômages avant février car les terres sont mouillées et mettent du temps à sécher. Alors c'est vrai que moi là j'ai planté le chisel pour préparer les terres à tournesol cette semaine. Donc début mars on est. Mais habituellement on peut pas. On peut pas, je suis obligé d'attendre tout juste le moment de semer les tournesols début avril et je peux le faire qu'à ce moment-là. Et là cette année c'est tellement sec que j'ai pu le planter et puis j'ai pas déchaumé mais j'ai travaillé le sol. Est-ce que tu as déterré des obus car non, par chez nous, non, on n'en a pas. On n'a pas une zone qui a été bombardée. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous, dans le nord de la France, dans la Marne, j'imagine, il me semble que vous trouvez beaucoup de vestiges et puis d'obus, des fois encore non explosés. Ça peut être problématique. Ok, ouais, en Camargue. La patate douce, c'est une blague ou un vrai projet à terme? Non, c'est pas une blague, Clem. Alors, c'est une envie, mais j'ai pas mis les moyens en face pour pouvoir la cultiver. Hein. Je la fais au potager et c'est tout. Hein. J'aimerais beaucoup, mais finalement, je trouve pas le temps. Là, j'arrive à faire mes démarrages de plants, mais je fais quelques dizaines de plants. Je regarde comment ça germe, comment on arrive à... Parce que c'est pas facile à démarrer, à faire des plants. Après, peut-être que je me prendrai pas la tête, j'achèterai les plants pour les planter directement. Après, c'est un coût, ça coûte 2,50 €, je crois que je ne sais plus qui m'avait dit, ici dans le chat, que ça coûtait ça, donc c'est un coût. Mais ce serait peut-être le plus simple. Je suis en train de voir comment c'est possible. Hein. Et c'est pas du tout une blague. Hein. Je blague très rarement dans mes vidéos. Lucas, après oui, au bord de la rivière, ça inonde l'hiver. En Moselle aussi, beaucoup de buts. Oui, c'est des zones... monte le jumelage sur le tracteur, souvent pour avoir... Okay. Ouais. Salut Sylvain, bonsoir, ça va impeccable. Ça va très bien. Pour info, le 21, c'est la... le 21, c'est la Bourgogne. Ah, j'ai dit que c'était les Côtes d'Armor. Honte à moi. J'ai confondu avec le 22, c'est ça, 22. Les rendements en tournesol ne sont pas mieux qu'avec un interrang plus faible.
Alors, je sais pas, Pierre. Écoute, j'ai aucune idée. Là, je suis à un interrang de 60. Hein. Écoute, on n'a jamais changé, je sais pas. Après, je pense que c'est une question de peuplement. C'est une question de peuplement à l'hectare. Après, est-ce que passer de manière réduite à un peuplement réduit au mètre carré, on en sèmera toujours entre 7 et 8. Je pense qu'ils seront peut-être mieux répartis sur le mètre carré. Les pieds, ils auront peut-être plus d'espace que sur le rang. Ils sont proches de 22 cm, je crois. Si on diminue l'inter-rang du tournesol, il y aura plus d'espacement sur le rang de chaque pied. Donc peut-être qu'il s'en sortirait mieux, c'est possible, Pierre. Alors je ne sais pas si c'est très gagnant de faire ça. Dans le Pas-de-Calais, ça nous arrive de tomber avec des tracteurs dans les anciennes galeries. Ah ouais, dis donc, des galeries qui s'écroulent, ça c'est incroyable. Ouais, j'en vois sur Twitter des amis tweetos qui postent leurs vidéos d'effondrement de galeries souterraines. C'est super impressionnant. Ça peut... J'imagine même pas un tracteur tomber là-dedans. Au niveau des bouchées pour des patates douces, une idée. C'est les marchés. J'imagine que ce sera le marché local à chez moi. Peut-être le marché de Gros de Tours, hein, mais j'ai pas du tout de contact. Hein, j'ai pas du tout. Déjà, j'en suis à la production de comment, quelles peuvent être les contraintes, etc. Et je le disais dans mes vidéos FAQ pour les patates douces, c'est déjà d'aller visiter un maraîcher qui les fait déjà. Et puis comment il les commercialise, je ne sais pas du tout comment est le marché. Voilà. Mais voilà, ça fait partie des idées qui ne seront peut-être pas réalisées, hein, mais voilà. Comme je disais, j'aime beaucoup les manger. Après, les cultiver, c'est une autre histoire. Il faut du temps. Ah ouais, ça lui est presque arrivé de tomber dans un trou. Wow. Déjà, moi, il m'arrive parfois de frôler la catastrophe avec un fossé ou avec un talus, de faire tomber le tracteur. Ça m'est déjà arrivé dans un gros fossé. Il n'y a pas eu de mal. Alors, tomber dans un trou et une partie de parcelle qui se déchausse. Alors, Clem, tu as typé. Ça doit être. Alors, c'est la première fois qu'on m'offre des bits, des cheers. C'est pas très bien ce que ça veut dire. C'est une première. Ça doit être des bits ou ça doit être des points. Tu vas peut-être nous expliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clem. C'est très cool. Esteban, mais dans les terres sont tellement pourries que les roues de fer. Oh. Ah oui, il y a des zones où vous utilisez non pas des roues classiques, des pneus classiques, mais des roues en ferraille, en fer. C'est des conditions extrêmes, tout ça. Bah oui, Nico, étonné. Ouais, moi, je suis le premier étonné aussi d'être là un samedi, mais non, voilà, demain, je ne serai pas là, je ne serai pas chez moi, donc je voulais vous en faire un. Et c'est ce soir ou jamais. Dans le 80, dans la Somme, il a explosé un obus, il a survécu. Un bout de fer dans le bras. Aïe, aïe, aïe. Oui, donc les champs, il y a beaucoup de vestiges et puis des bombes encore armées. Oui, heureusement, c'est très rare. Ouais. Je sais que Thierry à Los Angoel, hein, Thierry agriculteur d'aujourd'hui, quand il survole ses parcelles, il retrouve les anciennes tranchées. Elles ont été rebouchées, hein, mais ça laisse des marques. Hein. Forcément, la terre a été perturbée. Les tranchées, on les retrouve se dessiner en vue aérienne où il n'y a peut-être même pas besoin de survoler très haut pour voir les tranchées. Ouais. Salut Arthur. Merci encore une fois. Ah, merci Clem. Donc c'est un petit don. Super, merci beaucoup. Si j'ai l'autorisation, David, puis-je me mettre le lien où je parle des équipements spéciaux? Ouais, vas-y, attends, vas-y, mets-le, ouais. Et puis si ça passe pas, j'irai le mettre. J'irai sur ta chaîne. Donc équipements spéciaux pour tu nous le dis un petit peu plus haut, pour faire des traitements. Faux semis, ok, le semis dans 10 cm d'eau. Ah ouais, le semis dans l'eau. Incroyable. Salut paysans, intergalactique, coucou au passage, comme dit tout à l'heure. Bienvenue. Oui, chez moi aussi, on a des lignes de terre un peu plus claires, c'est des tranchées. Ouais.
Clem, non, j'ai pas de projet de m'agrandir. Cependant, s'il y a des opportunités de louer 10, 20, 30 hectares, oui, je le ferai. Après, voilà, je suis pas à la recherche. Ok, Esteban, ça passe. Ton lien YouTube passe. Tiens, on va cliquer dessus, voir. Copier et on va regarder. Donc là, tu nous fais voir donc l'irrigation du riz en Camargue, présentation d'un tracteur monté sur chenille. Ok. Ah oui, il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout, incroyable. Et là, tu nous montres le riz. Super, merci à toi. Voilà, si vous êtes curieux, faites un petit tour. Chenille de 400 mm pour traiter et apporter de l'engrais. Ok. Fabriqué avec des pièces de récup. Bon, allez, on va regarder quelques commentaires de la vidéo de mardi dernier. Et je continue de vous lire dans le chat, puis il va toujours être affiché. Tac. On a une transition de ouf, et puis on a un fond vert de fou qui est très très vert que, ouais, je pense que je ne laisserai pas comme ça à la longue. Mais voilà, on va mettre de la couleur, on va mettre des trucs sympas sur le live pour rendre chouette tout ça. J'explique même le système d'irrigation. C'est parfait, Esteban. Il faut expliquer nos métiers. Et tu verras, tu auras plein de questions qui vont t'arriver et c'est passionnant d'expliquer son métier. Et ça me bipe dans l'oreille. Bienvenue, paysan intergalactique. Tu me suis dorénavant. Alors, on n'a pas eu beaucoup de questions, donc je le rappelle, c'était la vidéo mardi dernier, épandage du soufre. Donc, élément essentiel pour le blé, le colza, l'orge. Dans la vidéo, je vous montre l'épandage sur le colza, je crois. Et puis que j'avais pas fait sur le blé. Ah, j'ai un doute, je sais même plus ce que j'ai fait. Attends, faut que je regarde. Faut que je regarde quand même. Qu'est-ce que j'ai... Parce qu'en fait, j'ai tellement de vidéos sur le feu que je sais même plus ce que je vous ai montré. Attends, mardi, aidez-moi, j'épanse sur le colza, hein, c'est ça. Hein. Tac, tac, tac. Parce que ça fait quelques semaines que je l'ai monté. Tac. On est clairement sur un colza, évidemment. Et je vous parle, oui, des insectes et des altises et des charançons de la tige. Akaka bunker, c'est la première fois que je vois écrire un bunker comme ça. A plus tard, Esteban. Lucas, cette année, pour le tournesol, je vais mettre la charrue de côté pour la première année pour essayer le décompacteur. Yes. Est-ce que tu as un serveur Discord de Cocorico? Oui, j'ai essayé avec Alex de la Vienne. Et en fait, non, je ne l'utilise pas, je ne l'exploite pas. Je n'ai pas trouvé l'intérêt encore de me mettre dessus. Je pense que si je ferais des conversations, je ne le ferais pas avec le Discord. Je ferais des visios avec Zoom ou Google Meet ou Skype pour le faire ici. Après, pour certains qui ont le Discord et qui ne voudraient pas faire de la visio, on passera peut-être par le Discord. Mais oui, j'ai créé un Discord, mais j'y suis pas. Tac. Voilà, épandage du soufre sur le colza. C'est urgent de le faire, c'est souvent lui qui en a besoin en premier. Hein. Il en est très demandeur, plutôt que le blé et puis l'orge. Ben oui, je vous avais même expliqué les pieds 1 cm sur le colza. Les pieds 1 cm qui est vraiment son stade où, sur le blé, pardon. Les pieds 1 cm où vraiment pour le blé, il en a besoin. L'apporter plus tôt, c'était pas nécessaire. Et la vidéo, au moment où j'ai fait la vidéo et que j'ai pendé sur les colzas, le blé n'était pas au stade. Voilà, on va y arriver. J'ai rigolé comme une banane. Je savais pas qu'une banane, ça rigolait. Eh, tu nous fais voir. On va se mettre en visio et puis tu vas rigoler comme une banane. C'est moi qui vais rigoler. Comme une banane. Arthur, David, j'ai une question. Alors, bonne question. Qu'est-ce que le soufre apporte pour le métabolisme? Qu'est-ce qui fait qu'il en a besoin?
Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question. L'azote qui en proportion, les cultures en ont besoin beaucoup plus. Je sais que c'est pour la synthèse des protéines. Après le soufre, je vais chercher un peu pour pas dire de bêtises. Le soufre pour le colza et puis pour le blé et l'orge. Hein. Alors ça va être pour son métabolisme évidemment, mais est-ce que ça va être pour les protéines, pour la synthèse des protéines? Je pense également aussi, hein, c'est pour son métabolisme. Comme les oligo-éléments, comme le cuivre, comme le bore. Le bore pour le colza, c'est essentiel aussi à son métabolisme. Mais après, dans la plante, qu'est-ce que ça va faire? Le soufre, là je lis rapidement sur Plein Champ, un site de news agricole, que ça va, voilà, pour le blé, ça va le rendre, ça va rendre une culture forte contre l'agression des maladies. Bon, faudrait faire une vidéo là-dessus, c'est une très bonne question, je vais pas me lancer là. Ce serait trop long, puis je vais perdre la discussion du chat. Mais c'est essentiel pour leur métabolisme, si on peut dire. Ah, la banane, la voilà. Ah, merci pour Clem, encore une fois. On ne t'arrête plus. C'est cool, merci à toi. Donc le soufre, voilà. Alors après pour le colza, attends, on va regarder qu'est-ce que ça fait pour le colza. Il y a eu une époque où on apportait moins de soufre qu'aujourd'hui. Et parce que le soufre était contenu dans les carburants qu'on met dans nos voitures. Et aujourd'hui, nos véhicules, nos carburants en sont moins composés. Et du coup, ça ne nous revient plus sur les cultures par les pluies. Mais vous remarquerez qu'il y en a encore dans les eaux de pluie. Vous voyez, dans les ruelles ou dans des flaques d'eau, suite à une pluie, vous avez souvent des petits dépôts de couleur jaune autour de la flaque. Et bien ça, c'est, je ne dois pas dire de bêtises, c'est du soufre qui est contenu dans les eaux de pluie. Alors le soufre, là je suis sur le site de Terre Innovia. Il a besoin, donc c'est un besoin du colza. Qu'est-ce que ça fait? Le colza en a besoin de manière importante. C'est pourtant un impératif d'apporter du soufre au début de montaison. Mais qu'est-ce que ça fait physiologiquement? Et là, ça fait quoi? Bon, c'est physiologique. Parce que lors d'une carence en soufre, on voit les plantes deviennent jaunes. Donc, alors voilà, ça fait partie des éléments que les plantes ont besoin en quantité. L'azote, le soufre. Après, il y a d'autres éléments qui viennent, mais en soufre en quantité plus réduite, phosphore, potasse. Il y a les oligo-éléments. Ils sont tous essentiels, mais avec des proportions différentes. Si tu en enlèves un dans tout ça, le bord, colza, sur le colza, ça va pas faire un bon colza. J'ai bien aimé comment Alexandre a emballé le gars qui a fait un commentaire pour Ah oui, j'ai pas regardé la vidéo de Gilles là où il compte les vers de terre. C'est une vidéo, c'est un sujet que j'aime beaucoup faire. J'ai fait 2 vidéos là-dessus. C'est intéressant de savoir la population que tu as en vers de terre dans tes sols. Pardon. Salut, bon courage, bonne nuit, Cocorico. Bye, Cocorico. Tu vas dormir dans le bunker. Le soufre sur la vigne, ce n'est pas pour le mildiou. Le soufre. Alors le soufre, peut-être, oui, c'est vrai que tu vas voir le soufre qui va être apporté sur la vigne. J'imagine que pour la vigne, c'est comme le soufre pour les blés lorsqu'on l'apporte sur le feuillage, ça va être un antifongique. Ça va créer une pellicule. Là, il va être utilisé le soufre non pas pour fertiliser et être assimilé par les racines, mais le soufre, là, dans ce que tu dis, si c'est pulvérisé sur les feuilles d'une vigne, attention, je ne suis pas du tout spécialiste en vigne, j'imagine que ça va avoir un traitement, ça va être antifongique. Sur les tomates, on met du cuivre contre le mildiou. Après, sur les vignes, on met aussi du sulfate de cuivre. Alors, après, il y a des minéraux qui sont mis sur les feuillages pour traiter les maladies et non pas pour les fertiliser.
Voilà. Donc c'est composé d'un sulfate SO4. Donc tac. Donc ça, ouais, tout ça, c'est un peu lié au soufre. Hein, ouais, ouais. Bon là, ouais, je suis pas dans la chimie hein, des composés, puis des différentes voilà, vignes ou tomates. Mais voilà, il y a des minéraux, comme l'année dernière, où il y a 2 ans, j'avais essayé sur le blé un antifongique du phaéton. Et c'est du 100% soufre hein, qui se pulvérise avec le pulvérisateur sur la culture, qui fait une grosse couche. On met plusieurs litres par hectare hein, de ça, et c'est un antifongique. 5 heures de route, ça va être dur avec le couvre-feu. Bon allez, bon courage Cocorico. Tu fais quoi comme chantier demain David? Je fais pas de chantier, je prends repos, je prends congé. Je m'en vais, je prends la route. Je vais aller à la montagne. Peut-être que vous en entendrez parler sur les réseaux. Voilà, vous verrez. J'en dis pas plus. Vous verrez. Donc demain et puis quelques jours, je ne travaille pas. Je voulais regarder les commentaires. Alors, Baptiste, merci à tous pour vos commentaires aussi, hein, encore une fois. Chez moi, donc Baptiste nous dit, chez moi les colzas sont déjà quasiment tous en fleurs. C'est vrai que par chez moi aussi, il y a des parcelles qui commencent à fleurir. Bon, à 20-25%. Mais toutes mes parcelles ne sont actuellement pas en fleurs. Ça dépend des variétés, des dates de semis, j'imagine. Et puis des régions de France. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il pleuve pour faire fondre l'engrais. Tu ne mets pas de colza précoce pour limiter les dégâts de méligette. Donc ça, c'est une bonne question de Baptiste. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi mettre différentes maturités de colza dans son semis? Ça permet de faire fleurir ta parcelle à différentes dates. De faire, si tu veux, tu mets une petite proportion de colza dans ton mélange de variétés qui va fleurir plus tôt. Les méligettes vont aller dessus, polliniser les fleurs qu'elles vont voir jaunes et pas embêter l'essentiel et la majorité des colzas qui sont encore à la veille d'éclore, enfin de déployer leurs pétales. Parce que si on a une parcelle qui est très homogène et qui fleurit du jour au lendemain, les méligettes, par les températures douces qu'on a eues il y a quelques jours, vont quand même aller chercher le pollen des fleurs en piquant la fleur pas encore ouverte. Et là, ça perturbe, ça rend infertile les futures fleurs. Ça fait du dégât. Les méligettes, petit insecte, va faire du dégât si elle n'a pas de fleurs à disposition avant. Bon voilà, une longue explication, j'espère que vous avez compris. Ah, Cocorico, tu t'ennuies. Faut que tu mettes ton téléphone ou ta télé en fond et puis tu nous écoutes. Enfin, tu m'écoutes surtout. Bon, commentaire. Donc voilà, non je le fais pas parce que j'ai quand même du colza hybride et du colza ligné dans mon mélange, donc j'ai toujours quelques feuilles, quelques fleurs qui se déploient avant. J'ai pas encore vu de dégâts de méligettes et j'ai pas fait d'insecticide parce qu'il y en avait quelques-unes, mais pas non plus beaucoup. J'ai des confrères qui ont fait l'insecticide pour les méligettes, qui avaient beaucoup de méligettes dans leur cuvette jaune, des cuvettes jaunes qui en étaient remplies, donc il est important de traiter. Ou on ne traite pas, mais il y aura un impact sur le rendement et la productivité. Alors, quand on déroule et qu'on continue les commentaires, on est avec qui? Demain, c'est toi qui conduis. Ah oui, Cocorico. Ils sont tous morts, Dotsfar. Ah oui, dans la Marne, ils sont tous morts. Mais il y a des zones de France où il y a des colzas qui, même des fois, ne fleurissent même pas, justement à cause des insectes. En Touraine, encore, on arrive encore à faire du colza. Et après, voilà. Cocorico. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Salut Jankowski. Salut, quelle région? Ouais.
Indre-et-Loire, région centre. Merci Alex, je crois que tu as répondu. Et puis, voilà, c'est marqué pourtant dans l'onglet à propos de ma chaîne où je suis, où est l'exploitation. Et mes dates d'intervention, les dates de tournage de mes vidéos sont toujours dans la description. J'essaie toujours de pouvoir situer géographiquement et dans le temps ce que vous voyez à l'écran. Alors ensuite, vous n'avez pas de cône de vidange. Si, j'en ai un, Charles-Henri. Un cône de vidange, ça va être un cône que l'on met au cul du sac d'engrais pour gérer la descente de l'engrais. Ça le sécurise aussi. Cependant, j'ai pas essayé encore, j'en ai un. On me l'a offert. D'ailleurs, au passage, oui, c'est la société AgriPartner qui m'avait prêté son déchômeur et avec qui j'avais fait un partenariat de vidéo avec leur déchômeur qui m'avait prêté. Il m'avait offert donc cet outil de descente, mais je trouve ça trop laborieux à mettre en place en fait. C'est peut-être une erreur, hein, mais parce que ça peut sécuriser, je pense, la chute de l'engrais. Mais c'est bien pour des big bags que tu ne vas pas utiliser complètement, je pense. Mais quand je les éventre totalement, j'ai besoin que hop, tout descende d'un coup. Puis des fois, ça fait des blocs. Et un petit cône de vidange, bah, les blocs ne vont pas descendre. Moi, j'ai toujours des engrais qui se prennent en masse. Donc, c'est pour ça. Sinon, bon, je vois que vous discutez entre vous dans le chat. Ça, vous n'avez pas de questions. Faites-moi signe si vous avez des questions. Alex met de l'animation. Alors, qui avait des questions? Donc, Dominique, bah, je suis très content là, pour Dominique. Merci, j'ai découvert une nouvelle chose sur l'étalage. Le talage est plus exactement, ouais, donc c'est la capacité des plantes à créer de la tige, plusieurs tiges autour de la tige principale. Une seule graine fait plusieurs thalles, plusieurs tiges, plusieurs épis. Donc là, je cherche vraiment que les points d'interrogation. Parfois, certains posent des questions, mais ne mettent pas les points d'interrogation. Donc si vous ne mettez pas de points d'interrogation, je ne vous lirai pas. C'est pour vous rechercher plus vite et forcément, je ne vais pas pouvoir tout lire. Petite question. Ah ouais, tiens, Kylian m'avait posé la question. C'est quoi la caméra micro qui permet de filmer de manière microscopique? C'est plus de la macro, hein. C'est plus du grossissement que du microscope, mais j'avais pris sur Amazon et ça coûte 20-25 €, hein. Même Alex, dans une vidéo, tu nous as fait voir que tu en avais acheté une. J'ai essayé de vous trouver une référence. J'espère combien de thalles sur tes blés? Tu espères pas 4 ou 5 4 ou 5 productives, 4 ou 5 thalles productives. Et je sème 240 pieds. Mais en fait, ça fait trop d'épis au mètre carré. Il faudrait 600, 700 épis. Il faudrait 3 thalles productives, quoi. C'est ça le mieux. Mais après, il y en a toujours là qui se créent et puis qui deviennent pas très fertiles. C'est pour ça que les apports d'engrais, il ne faut pas les faire trop tôt parce que ça pousse les thalles supplémentaires au-delà de 4 ou 5 à chercher à faire un épi qui n'est pas toujours productif. Bonsoir Jean-Christophe, professeur. Ça passe en taux pour l'instant. Qu'est-ce qui se fait? D'accord, vous n'avez pas de questions. On parlait de tracteur. Comment tu modifies le nom du compte sur Twitch? Ah, je sais pas. Personne ne te reconnaîtra autrement. C'est le professeur de la Casa des Papel. Au fait, David, tu as combien d'hectares? 170 hectares. C'est la propriété de ma famille, la famille Forge. Donc, je loue à mes parents, à mes grands-parents, la surface. Et puis moi, je suis propriétaire de 2 hectares. Et tout le reste, donc, je suis en location. Voilà, vous savez tout. Je vais manger. Ma fille a préparé à manger. Allez, bon appétit, Alex.
Ah oui, attendez, je vous fais voir la référence de la caméra, là. Amazon, j'avais pris ça sur Amazon. Micro. C'était quoi déjà? Ah oui, il faut que je regarde dans mes commandes. La musique craquelle pas, c'est bon? Impeccable. Ça sent les pâtes, exactement. Et explique-nous un peu ces locations justement, comment ça se passe, des contrats sur plusieurs années. Ouais, c'est des locations sur des baux. On loue les terres sur 9 ou 18 ans. Moi j'ai pris un bail, voilà, c'est selon les gens. C'est des baux, on s'engage à louer les terres, à payer un fermage annuel pour 9 ou 18 ans. Ou après il y a d'autres baux, il y a des baux de carrière, ça peut être un bail sur toute la carrière d'activité du fermier. Et puis chaque année, on paye un fermage, un loyer, et qui varie en fonction des années. Il y a de l'inflation, ou il y a de la déflation sur le prix. C'est généralement le même, hein, à quelques pourcentages près. Et ça représente à peu près par hectare, je loue les terres à peu près entre 100 et 110 euros par hectare. Ok. Ça. Je voulais regarder sur Amazon. Ah oui, il faut se connecter forcément. S'identifier, que je retrouve la référence. Mais ça date un petit peu, je ne sais pas s'il va me la retrouver. Mais c'est pratique, hein, ça permet de zoomer et de voir des trucs curieux. Ah non, c'est trop vieux. C'est une petite loupe. Dr Nozman avait fait une vidéo là-dessus. Loupe USB. Il faut taper loupe USB, je crois, dans... Ouais, c'est ça. Vous tapez loupe USB microscope numérique dans Amazon. Et ça ressemble à ça, voilà. Il ne faut pas mettre plus de 25 euros, ça suffit. Et là, vous branchez ça sur le smartphone, sur le téléphone. Hop, en USB. USB-C, je crois. Un ordre d'idée du tarif du fermage. Voilà, oui, c'est ça, 100-110 euros par hectare. C'est ce que me coûte chaque année, chaque hectare. Donc, vous faites le calcul, 170 hectares, c'est 17 000 euros par an de loyer. Combien d'hectares faut-il pour bien les vivre? Alors, abeilles, c'est une bonne question. Dans mon système, en grande culture, je dirais qu'aujourd'hui, et en Touraine, je dirais que c'est 100, voilà, en dessous de 150 hectares, je pense que c'est difficile d'avoir un revenu. Je l'avais dit sur Instagram avec France Télévisions, là, on m'avait demandé dans les questions quel était mon revenu. Ça peut être entre 1000 et 2000 euros chaque mois, hein, et selon les années. Il y a des années on se fait zéro, il y a des années on fait moins 2000, et d'autres années, heureusement qu'elles sont plus nombreuses, on va être dans le positif. Mais je dirais de manière moyenne, 1000-2000 euros par mois pour, voilà, tous les mois. En dessous de 150 euros dans ma région, c'est difficile. Après, il y a d'autres régions de France, au-dessus, voilà, dans les terrains plus fertiles, je veux dire la Beauce, hein, mais il y en a plein d'autres. Ils vont, pour faire vivre un actif, une personne, ils vont avoir besoin de moins de surface. Des fermes de 80-90 hectares, 100 hectares suffisent pour créer un revenu d'une personne. Ils vont avoir, voilà, peut-être qu'en céréales, il en faudrait peut-être un peu plus, mais ils vont avoir peut-être des betteraves, des pommes de terre. Ou en grande culture, hein, je pense qu'ils y arriveront, mais avec moins de surface. Et par chez moi, la plupart des fermiers ont 150 hectares. Certains ont une centaine, mais voilà, je pense que c'est plus difficile. Jean-Christophe, non, il y a peu de renouvellement de génération chez moi. Je crois être sur ma commune le plus jeune. Ouais, vraiment. Coût de matériel. Alors, Mathéo, ça dépend de ce que tu appelles bien vite, mais... Donc voilà, après, c'est très relatif, hein, ce que je vous dis. Moi, je vous parle vraiment de mon cas, 170 hectares, grande culture.
pas de culture spécialisée, pas de culture à haute valeur ajoutée. Voilà, je fais des grandes cultures, on peut dire c'est du volume. C'est du volume, mais très utile, hein. Le blé, on en a besoin, l'orge, on en a besoin. Ce n'est pas de la culture spécialisée, ce n'est pas un haut revenu par hectare. C'est pour cette raison que j'exploite 170 hectares. Ah oui, à 1 minute 46 dans la vidéo, là je reviens sur vos questions. Oui, le reniflard, il dégage un peu de fumée sur le 956. La segmentation, le tracteur est très fatigué. Du coup, il y a des transferts de compression et puis des huiles qui s'échappent par le reniflard dans le bas du moteur. C'est pour ça qu'on les voit s'échapper par le tuyau sous le moteur. Donc c'est pas bon. C'est pas une bonne nouvelle, mais bon, je le savais. Pourquoi on a raccroché le chargeur sur le petit tracteur, donc les bras devant pour soulever la fourche? C'est papa a fait un peu de travail. Il a fait 2-3 bricoles, il a déplacé 2-3 cailloux, 2-3 tas de terre et on a mis le godet. Mais c'est pas pour des travaux à 100% de la ferme, donc j'ai le ras la goule. Voilà. C'est une expression de chez moi, ras la goule. Je l'ai dit dans la vidéo, c'est pour ça que tu me le soulignes, Pascal. Donc GIF, oui, du coup, le charançon de la tige, j'ai traité, oui, j'ai fait l'insecticide car j'ai détecté sa présence dans le colza. Charançon de la tige, il pique la tige et puis le colza se met c'est problématique pour lui parce que là, au fur et à mesure qu'il grandit, la tige éclate. Merci à toi Thierry. Salut Mathéo. Allez, à plus Atelier Agricole, à plus Greg. Donc voilà Jean-Christophe, oui, il n'y a pas de renouvellement. On est 12 ou 14 sur ma commune à exploiter. Et c'est vrai qu'on va surtout... on va avoir entre 45 et 60 ans par chez moi. Moi j'ai 40 ans et je suis à peu près le plus jeune. Ah oui, d'accord, Mathéo, ok, ça peut desserrer le filtre à l'huile. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Bonjour. Bah si, ouais, Loïc, quand je démarre le matin, là, il faisait froid, on avait du -4, -5 parfois. Et les tracteurs, ils ont clairement du mal à démarrer. Mais Greg, de l'atelier agricole, m'a conseillé un démarreur starter. C'est une petite batterie portable qui se branche sur les batteries du tracteur et puis ça te fait un effet booster. Et je pense que je vais m'acheter ça et puis je vous le présenterai en vidéo, mais il va peut-être vous le faire avant. Bonne question de Samy. Pourquoi apporter des engrais liquides et en granulés? Pourquoi pas faire soit l'un ou soit l'autre? Après, voilà, donc j'apporte beaucoup d'engrais liquides pour le côté économique, pour apporter l'azote, car le coût de l'unité d'azote est faible dans cette forme d'engrais. Et puis là, pourquoi j'apporte en granulé dans cette vidéo le soufre? Car je ne veux pas m'embêter avec un azote, une solution soufrée, donc un azote liquide soufré. Faut mélanger les deux matières. Il faut 2 cuves différentes, il me semble. Donc là, de manière, voilà, le soufre avec un petit peu d'azote, de manière granulée, c'est pour moi le plus facile à épandre. Après, le coût de l'azote est plus cher, mais il y en a faiblement. Il y a 21% d'azote dans les granulés que j'ai épandus. Donc c'est peut-être un coût d'azote, d'unité d'azote plus cher, mais une faible partie de la totalité. On va dire 10-15% des besoins. Mais là, c'est surtout le soufre que je vais apporter de manière avec ces granulés. Salut, tu es combien? Alors j'épand sur 28 mètres, Marvin. Comment? Ah oui, Mika, oui, apparemment je détruis les sols français. Pourtant, j'apporte que 10 minéraux. Hein. Donc je ne vois pas comment c'est possible. Voilà, je détruis pas mes sols. Alors là, j'ai pas bien compris ta question, Willy. Sur une pâture d'herbe, est-il correct 27 azote, 4 magnésium ou pas? Alors tout dépend. Je sais pas. Voilà, je ne suis pas spécialiste en pâture et en prairie.
J'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas assez d'azote, mais est-ce que la pâture, l'herbe, il y a des légumineuses dedans? Peut-être pas. Mais je pense que c'est pas beaucoup. Moi j'apporte, puis c'est une question un petit peu plus haut. Ça dépend des précédents, mais ça peut être 170 unités d'azote sur un blé derrière tournesol ou un peu plus, 180. Un blé que je fais après une févrole, ça va être 150, 160 kg d'azote. Les orges, ça va être 140, 150 kg d'azote. Le colza un peu plus, 180. Voilà. Et puis c'était une question, oui voilà, apport total en azote, c'est ce que me demandait François. Donc voilà, le blé, ça peut être 160, ça peut être 180 aussi, hein. Ça dépend des reliquats azotés. Là, cette année, ils étaient très faibles, on avait 10 kg d'azote par hectare en moyenne. Donc forcément, mes apports de manière en azote liquide et puis en granulé étaient plus forts que d'habitude. Et étaient de 10 à 20 kg de plus que d'habitude, que les autres années. Là, on n'avait vraiment pas beaucoup de reliquats. Voilà, mes amis. Tu fais plus 30 ans. Ouais, en fait, j'ai à passer 30 ans, je bouge plus. Je bouge plus. Transforme le blé en farine pour vendre. Voilà. Arthur, oui, tu parles donc de diversification. Mais après, j'y m'étais intéressé à faire ma propre farine. Mais après, c'est pareil, c'est sûr, je dégagerai de la valeur, mais j'aurai moins de temps à consacrer à mes surfaces. Et du coup, il faudra que je réduise mes surfaces exploitées avec mes tracteurs, mes 170 hectares. Donc, il faudra que je trouve, ça emploiera quelqu'un. Alors après, est-ce que c'est de la valeur ajoutée qui me reviendra? Il y a pas mal d'ateliers par chez moi, création de pâtes, création de farine, qui sont créés. Mais ça crée une activité pour l'épouse ou pour l'époux, hein, ça dépend qui travaille dans les champs et puis qui fait l'atelier farine, l'atelier pâte. Mais moi, là, tout seul, faire un atelier farine, un atelier pâte, un atelier bonbons, parce que j'ai vu qu'il y avait des bonbons qu'on pouvait faire avec, peut-être pas mes grandes cultures, mais il y a différents, on peut fabriquer plein de choses avec nos cultures. Je pourrais sûrement pas plus cultiver mes grandes cultures. Comme il a dit, tu détruis des sols alors que je viens de commencer les semis directs. Oui, c'est ça. Arthur, oui, il ne regarde pas toutes mes vidéos, il ne regarde pas l'amélioration des sols, de la matière organique, de l'équilibre chimique. Mais moi, si mon sol se détruit, je suis triste, quoi. Dans 20 ans, j'ai un sol qui est appauvri. Non, c'est pas du tout mon intérêt. Je tiens à avoir un sol en santé pour justement qu'il produise un maximum. C'est un comble de détruire, de dire qu'on détruit ces sols, quoi. C'est fou, quoi. Voilà. Ouais, elles sont bouturées, Cyril. Oui, elles sont bouturées. Je vois que tu aimes bien les patates douces, toi aussi, hein. Elles sont bouturées. Donc, elles ont fait des racines. J'ai enlevé les racines qui sont parties de la patate elle-même. Je les ai plongées comme un avocat dans l'eau. Ça fait des tiges que tu coupes. Après, je les plonge dans l'eau et une fois qu'elles ont fait des racines, je les plonge dans la terre. Et tout ça à l'abri. Voilà, j'aime bien la critique, mais pour moi, je réponds à une critique, puis là, je n'ai pas répondu. Quand elle est constructive, qu'elle est ouverte, qu'elle est ou qu'elle donne des voies d'amélioration et qu'on me donne à comprendre comment m'améliorer. Après, c'est complètement hors sujet que c'est des critiques pour rien. Ça sert strictement à rien parce qu'il n'y aura aucune discussion possible et aucun échange, aucun dialogue élevé. Voilà. J'ai planté une patate il y a 2 semaines. Oula, ah oui, par chez nous, il faut attendre un petit peu avant de semer ça, de planter ça. On va attendre un petit peu avant de planter les patates et les tomates. J'attends quelques semaines pour les mettre en terre. Oui, voilà. Ouais, on va attendre quelques semaines. Moi, je pense au mois de... Ouais, fin avril, début mai, je les mets en terre. Alors, je pense que second poteau, je sèmerai de manière directe du colza dans l'orge que j'ai semé en direct dans la luzerne. Donc, il n'y aura plus de luzerne, là, elle est en train de mourir, hein. Mais après la moisson de l'orge,
je passerai avec les dents. Je ne vais pas louer la prestation d'un nouveau semoir, mais je passerai avec les dents pour semer le colza. Donc ce sera du semi-direct. Et je ne passerai pas vite parce que ça va trop mouvementer le sol. Ça ne sera pas vraiment du direct. Ce n'est pas un semoir qui perturbe pas le sol. Il perturbe un petit peu, les dents sont très larges. Donc ça va le perturber, mais je vais essayer de ne pas faire de travail du sol. Il faut que je saisisse la fenêtre météo, c'est-à-dire un sol pas trop compacté, parce qu'il se compacte beaucoup, pour pouvoir y planter les dents. Ah ouais, je vais pas la mettre avant le mois de mai, la patate douce, elle aura les pieds dans le froid. Hein. Le sol sera pas assez chaud. Elles vont sûrement sur terre. Donc, salut Damago Bruyot, Damagro Bio. Bienvenue. Flavien. Donc voilà, les patates douces et les patates douces, c'est pas du tout des plantes qui historiquement viennent de chez nous. Ah, bienvenue. Bienvenue dans mes abonnés, Arthur. Ah, tu as pris un abonnement de niveau 1. Ah bah, c'est la première fois que tu es le first que quelqu'un s'abonne. Ben voilà, j'ai pas de cadeau à t'offrir, si ce n'est ma tronche en live, très souvent. C'est un grand merci à toi, c'est cool. Donc tout à l'heure, Clem m'a fait des dons aussi sous forme de cheers, de tips, de... Alors Twitch a pas mal de vocabulaire que je ne maîtrise pas encore. Du coup, pour m'approprier le réseau, je regarde pas mal d'autres streamers. Je trouve ça génial. Merci Arthur. C'est sympa de me le dire, mais c'est super encourageant, je vous le dis toujours. Je vous dis que... voilà, c'est super agréable de sentir que ce que l'on propose, c'est quelque chose que vous attendez. Donc de nous l'écrire, c'est bien. On ne sait pas toujours si on fait bien. Bienvenue Fred. Donc c'est sympa de nous le dire. C'est un Marnais, c'est normal que ça le first. Donc Clem a été le first pour les dons et Arthur a été le first pour les subs. Voilà, on appelle ça un sub, un subscriber. Tu es un sub, le premier sub. Ouais, bah avec grand plaisir Arthur. Bah Alex, il est parti. Ah oui, il est parti manger, il est en train de déguster les pâtes. Nathan, on peut faire de... Alors je vais essayer de mettre moi, où je vais lire le Facebook. Je vais peut-être pas arriver à vous le mettre là sur l'écran. Ça va être trop le bazar. J'avais quelques questions sur Facebook sur la vidéo du soufre. Là, je vais essayer de vous les lire. Hop. Non, mais ça a été une super semaine. Ah oui, puis je vais vous raconter ce que j'ai fait cette semaine. Et je vais essayer de vous montrer quelques photos. Et ce sera l'objet des futures vidéos. Je suis super content de l'éclairage du 1400. Et du coup, le 900, le 95 chevaux qui va tirer le pulvérisateur dans les semaines qui suivront, parce que je vais basculer de tracteur, il n'a pas les feux à LED, il faut vraiment que je les achète. Parce que en fait, c'est super plaisant de travailler avec... En fait, le confort, c'est pas rien quoi, pour travailler. Voilà, ça fait partie... Après, voilà, j'ai du bruit dans la cabine. Je mets le casque sur les oreilles. Voilà, je comble ce désagrément du bruit. Mais l'éclairage, je vais pas changer de tracteur à cause d'une insonorisation. Mais là, l'éclairage d'une cabine, eh bien, ça change la vie. Pour travailler la nuit, on fatigue beaucoup moins. Dans la vidéo de mardi sur Facebook... Ah oui, Grégoire qui nous dit « Pourquoi ne pas utiliser la fourche frontale du petit tracteur pour soulever les sacs ?» En fait, c'est pas possible car la fourche, elle va pas assez loin pour, une fois le sac accroché, elle n'a pas assez de déporté pour pouvoir mettre le sac bien au-dessus du semoir de l'épandeur. C'était, je crois, la seule question de la publication sur Facebook.
Voilà. Donc voilà pour vos questions de mardi dernier. Tu utilises quelle technique, David? Alors Nathan, la patate douce, tu dois parler de ça. Moi, je la mets directement dans l'eau. Je vais vous la faire voir hein, parce que j'en ai chez moi. Vous bougez pas, vous partez pas. Je m'en vais la chercher. Je crois que vous m'entendez toujours d'ailleurs. Alors, une patate douce, démarrer, ça ressemble à ça. Ça arrive. On va faire de la... Voilà. On va faire de la culture en live. Regardez-moi ça. Je suis où il est au chat? J'ai perdu la fenêtre. Vous êtes là. Alors... ouais, second poteau, ouais, je vais faire la même technique. Ouais. Puis ça se présente bien. Là, j'ai bien travaillé les sols. Je vais encore les retravailler un petit peu. Est-ce que le surplus, Yann, on fait en sorte qu'il n'y ait jamais de surplus, Yann, dans les sols? Là, j'apporte vraiment ce que les plantes sont capables d'absorber. On prend aussi en compte qu'après la récolte, il y aura des reliquats, mais ils sont assez peu mobiles hein, dans le terrain. Ils vont peu migrer dans les sous-sols. Ils sont normalement les 20-30 unités, les 20-30 kg d'azote sur les 150-170 unités que l'on apporte, kilos, qui restent après la moisson, sont pris en compte l'année d'après pour la future culture. Ils sont accessibles. Après, n'en mettre de trop, oui, ça peut être un risque parce que c'est pas assimilé par les plantes, c'est pas assimilé par les couverts végétaux. Et ça peut, oui, partir dans l'environnement. C'est pas intéressant d'avoir des nitrates dans les rivières qui ensuite créent des algues vertes dans les rivières. Mais voilà, c'est très suivi aujourd'hui, c'est vraiment en voie d'amélioration. Donc voilà, une patate douce, est-ce qu'on la voit bien? C'est comme un avocat. Hein. Bon là, l'eau, normalement, elle est au ras pour démarrer les racines. Mais là, voilà, l'eau est rendue en bas hein, maintenant. Parce que là, les racines descendent tellement bas quand on cherche l'eau ici. Et puis, voilà, ça se démarre. Elles y sont depuis décembre, là, les pieds dans l'eau. Après ça, je le décroche. On va le faire en live. Toc. Et là, ça ne va pas la tuer. Ça, on va la mettre dans un verre d'eau et ça va faire des racines. Et je vais vous les faire voir. Là, j'en ai les pieds dans l'eau et ça a déjà des racines. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas bien. C'est pas grave. Bon, je reviens. J'ai essayé les deux, mais... Donc, voilà. C'est ça. Là, pour moi, j'ai essayé aussi de découper les patates et de les mettre dans un terrain humide. Il faut toujours l'alimenter en humidité. Que là, les pieds dans l'eau, tu es à peu près sûr qu'elle a tout le temps les pieds dans l'eau. Que si tu le mets dans la terre, tu peux les découper. C'est une autre technique, ça bouture en découpant la patate. La patate. Et regardez-moi quand... Après, bah, j'en ai d'autres. Hein. J'ai ma petite culture ici. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. Immersion. Et voilà. J'en fous partout. Alors... On coupe au-dessus des deux yeux. Ça se trouve, je sais pas bien. C'est du concret, voilà. Et là, je sais pas si on voit. Attends, on va mettre sur un fond noir. Ouais, non, il n'y a pas besoin. Et là, vous voyez, c'est comme, je crois, il y a plein de plantes, hein, vous les coupez. Moi, j'ai cassé la bouture à la base de la patate et je les ai mis dans un verre d'eau et ça fait des racines directes, quoi. Et ça va à une vitesse, ça, en une semaine. Hein, ça fait une semaine que je l'ai mis dans l'eau. Et une fois que ça c'est bien développé, tu les mets dans la terre. Et puis ensuite, tu les mets en pleine terre, mais pas tout de suite. Là, je les mets dans des pots, dans des pots de terre. J'arrive. Hein. Donc voilà. Attendez, j'arrive. On en met partout. Voilà, quand on fait du concret, on en met partout. C'est ça. On coupe au-dessus des yeux, ok. Bah, j'ai pas fait gaffe. Après, ouais, quand c'est des grandes tiges de patates douces, je les coupe. Ouais, je fais attention de garder une bonne longueur de tige. D'accord, bah, tu vois ça, je savais pas. Donc, je vais tester tout ça. Mais quand je casse à la base, ça a l'air de bien marcher. Ça fait de la racine assez vite.
Et si on veut multiplier les boutures, faut couper un petit peu en dessous de la base d'une tige. Marcoter, non, je crois pas que la patate douce, ça se marcote. Marcotage, c'est comment déjà? C'est on plonge une partie de la tige, Ouais, non, je suis pas sûr que la patate douce, ça puisse le faire. Parce que là, je vais la mettre en pleine terre au mois de mai. Et du coup, il sera trop tard. Elle aura peut-être pas le temps de faire de la racine suite au marcotage. Je sais pas si physiologiquement, biologiquement, je sais pas comment on dit, elles sont capables de créer de la racine si tu en fouilles une partie de la tige. Et c'est vrai que... Je t'en prie, Nathan. Le potager de la Drôme, ok, Cyril. Donc pour voir comment tu cultives les patates douces. Voilà. On est des passionnés de patates. Donc cette semaine, j'ai terminé les apports d'engrais. Je voulais vous faire voir peut-être une ou deux photos. Une ou deux photos, sympa, regardez, ça peut être sympa. Alors, on va aller sur Google Photos. Alors forcément, je vous ai fait voir l'éclairage de nuit. Allez, on va le regarder encore une fois. Ça marche tip top. Après, l'appareil photo, il rend vraiment bien les photos de nuit. Il rend vraiment bien ça. Mais c'est à peu près la réalité. C'est-à-dire qu'on voit vraiment sur une zone de... Ouais, tu as un gros halo de 28 mètres devant toi, 20-30 mètres devant toi. Un couloir de peut-être, pareil, 20-25 mètres de large. Donc ça donne envie de mettre des projecteurs, de mettre des phares sur les côtés, parce que j'en ai pas. Parce que là, ça éclaire pas mal l'avant, pas mal l'arrière. Donc ça serait vraiment cool. Et là, j'ai travaillé les sols cette semaine pour le tournesol. Voilà. Je vous fais voir cette photo-là aussi. Il y avait les mouettes, il y avait tout ça. C'était super agréable de bosser la terre. Là, elle n'était pas trop humide. Et c'était vraiment top. Ah tiens, oui, une petite photo à la gelée. Il y a eu des matins gelés avec des vanneaux huppés aussi. Il y a eu des bergeronnettes. Tiens, je vais vous faire voir tout ça. On aime bien les petits oiseaux. Tiens, une mouette rieuse de près. Je vous prépare le diaporama. Comme d'habitude, j'étais pas prêt. Ah, et puis je vais vous faire voir le colza aussi. Il a une super allure. Dans les terrains argilo-calcaires où souvent il est chétif durant l'hiver et puis là, il reprend vraiment de la vigueur. C'est super agréable. C'est très beau. J'espère que ça durera. J'espère que ça fera du rendement. On a toujours espoir de faire un bon rendement. Voilà. J'aime bien travailler pour quelque chose. Alors, on va mettre les photos dans le répertoire. Attendez, je regarde vos commentaires en parallèle. Ah, il y a des questions personnelles. Non, je tiens à garder un peu le mystère. C'est pas du tout un objectif, hein. Bon, je tiens à garder un petit peu le... Voilà. Voilà, je trouve, j'en raconte beaucoup sur ma vie. Voilà. J'en raconte déjà énormément. Vous voyez même mes plants de patates douces chez moi déjà. Ouais, Pascal. Pascal, ouais, la patate douce, on en revient encore à ça. Ça prend au moins 4 mètres carrés par pied, quoi. T'as trouvé le chemin jusqu'au chat. Salut Fred, ah, t'es là. Et du coup, je t'ai lancé une invitation. Est-ce que t'as... Et sur Twitter, ouais, t'as pas répondu. Fred, donc on se connaît par Twitter, on s'est jamais vu en vrai. Et puis je te proposais de faire un live, une visio Zoom pour échanger avec toi, faire connaissance et puis nous raconter un peu ce que tu faisais sur la ferme. Voilà. Si ça te branche, écoute, ou si ça te branche pas, tu me le dis. Voilà, t'es peut-être pas prêt, t'as peut-être pas envie. Mais ce serait cool et c'est ce que j'ai envie de donner
comme dimension au live. Là, je raconte ma vie, hein, mais j'ai aussi envie de raconter la vôtre. Voilà. Bon. Damagrobio, tu voudrais venir m'aider? Ah ouais, ça pourrait être cool. Mais je crois que je partirais sur acheter le plan, parce qu'en fait, je me rends compte que faire son plan, déjà, là, je galère à faire une vingtaine de plans. Et ça me botte hein, de faire de la patate, mais il faut trouver le débouché. Il faut trouver le débouché après, quoi. Mais si, je t'ai répondu, mais tu n'as pas eu le temps de lire. Attends, mais depuis tout à l'heure, j'actualise. Tu as dit, tu viendrais faire un petit tour. Ah si, tu as répondu. Bah, j'ai pas eu la notif. Ce soir, je passe la soirée avec mes enfants. Ah d'accord, ouais, ok. Eh bah écoute, et c'est vendu. On fait ça une prochaine fois. Avec grand plaisir. Alors là, je vais vous préparer des photos de cette semaine. Vous savez pas, mais quand je publie, tout ce que je publie, bah, je publie sur YouTube, Facebook. Je prends à peu près 5 photos pour une publication ou 5 vidéos pour une publication. 5 minutes de vidéo pour une minute de publication. Je mitraille mes journées, je prends tout en photo, tout en vidéo. Et finalement, vous n'avez qu'une petite fraction. Et c'est malheureux, hein, mais c'est ce qui est gênant, ce qui est limitant. Pourquoi vous ne voyez pas tout ce que je prends? C'est le temps de montage, c'est le temps de faire le post, de faire la publication, qui est trop long. Mais j'immortalise un peu tout ce qui se passe dans ma journée. Et en fonction de mon temps, je publie qu'une partie de ce que j'ai filmé. C'est extrêmement galère, c'est sûr, la patate douce, Cyril. Parce que c'est pas du tout adapté à nos latitudes. Dans les pays, ça se plante dans les pays chauds. Et il n'y a pas besoin de les bouturer sous abri comme il faut le faire en France. Et là, j'ai perdu mon dossier. On est le 13. On va faire un petit diaporama ici. Je suis bavard, je vous promets un truc et puis je ne vous le montre pas. Ça va peut-être m'arriver souvent. Oui, les meilleurs étaient... Bonsoir Lance. Bienvenue. Alors, un petit diaporama de ce qui s'est passé sur la ferme cette semaine et que vous verrez en vidéo. Alors, plus ajouter un répertoire. Non, c'est pas ça. Stream 13. Et voilà. Oh là là. Donc forcément, le Massey, le 185 chevaux, a été sorti cette semaine. On a préparé, j'ai préparé, parce que j'ai pas demandé de coup de main. Je n'ai pas demandé de coup de main cette année pour préparer les terrains. Un tournesol. Voilà, on va le mettre en dessous. Le chat, il est là. Vous êtes là. Et regardez. J'espère que ça ne va pas couper. Bon, bah là, on était à l'engrais. Hein. Je vous expliquerai que j'ai fait ça la nuit pour me dépêcher de faire ça avant qu'il vienne trop d'eau. Et je ne l'ai pas fait trop tôt parce que si la prévision d'eau était fausse, eh bien, l'engrais aurait été moins efficace et il y aurait pu y avoir de la perte. Donc voilà pourquoi le chantier, je l'ai fait de nuit. Là, je vais réduire un peu le diaporama parce que là, la vitesse va un petit peu plus vite, un petit peu trop vite. Donc voilà, quelques photos de cette semaine. Et là, vous voyez, on a un terrain qui est quasiment prêt à semer, quoi. On a, voilà, ça m'a démangé d'aller semer direct. Hein. Et de toute façon, il est trop tôt, donc dans la saison, on est quasiment un mois avant les futurs semis de tournesol dans notre région. Il faut un temps doux, un petit peu comme la patate douce. Il faut que les sols soient réchauffés, je ne sais plus combien de degrés il faut. 8-10, il faut combien de degrés d'ailleurs? Au-delà de 10 degrés, je ne me rappelle pas.
Donc voilà, Cyril, ouais, je le sème. Le tournesol, la première dizaine d'avril. Salut Kylian. Donc voilà, préparation du sol, et puis on prend voilà, une petite mouette rieuse là. Oui, c'est ça, une petite mouette blanche. Puis durant l'année, son plumage change. Il peut y avoir des parties de son corps qui deviennent noires. C'est pour ça qu'il y a des mouettes un peu plus blanches, un peu plus noires. Et vous voyez un peu l'éclairage, quoi. C'est incroyable. Si j'ai un site à vous proposer pour la culture... Non, j'ai pas. Ça, c'est ouvert à vos propositions. Si vous avez des sites qui parlent de patates douces, je suis preneur aussi. Donc voilà, là, sol argilo-calcaire, des terrains où les colzas, c'est pas toujours, ils s'éclatent pas toujours. Eh bien, j'ai des super colzas actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il y aura du rendement, ça ne veut pas dire que ça sera une réussite. Il peut se passer plein de trucs. Il y a des super colzas. 6 degrés, ok. 6 degrés, c'est le degré de végétation. C'est le zéro de végétation du tournesol. Donc il ne faut pas un sol en dessous de 6 degrés ou une atmosphère en dessous de 6. Ça doit être ça. Voilà. On va voir sur le YouTube la ferme de Cagnol. Oui, j'y suis déjà allé, je les ai déjà vus. J'ai déjà regardé, je me suis inspiré de leur vidéo YouTube. Ferme de Cagnol, ouais. Ils bouturent, ils plantent, ils nous expliquent comment ils démarrent ces plants. Avec les différentes techniques, hein, la coupe du plant. Ils te chopent des patates énormes comme ça. Avec 10-15 kg de récolte par pied, c'est énorme. Salut Arthur, à bientôt. Il explique très bien, ouais, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi Cyril. Plante, il y a bien un site plante patates douces, ok. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé, apport d'engrais, préparation des sols. Dans les futures vidéos, il y aura, ouais, comme je vous disais, un petit peu de... Là, j'ai pas de photo, mais j'ai fauché la nouvelle luzernière. Elle est très claire. J'espère que ça va faire quelque chose. Je suis pas très confiant, mais je vais pas la retourner pour l'instant. Je vais attendre de voir comment les plants de luzerne qui sont tout petits démarrent. J'espère qu'il ne se fera pas trop concurrencer parce que je ne l'ai pas déshervé. À mardi 7h30, Arthur. Bonne nuit. Donc voilà. Et là, j'ai fait ça sur 2 demi-journées, là, le travail du chisel. Et puis, ça a vachement bien intégré les pailles. Je suis descendu un petit peu plus en profondeur que d'habitude, car le terrain était matraqué du semis 2019 de blé qui a été récolté à la moisson 2020. Ce sont les pailles là que vous voyez du blé récolte 2020 et qui a été semé en conditions compliquées. Et du coup, un sol, il a une très bonne mémoire. Si vous le matraquez même 18 mois, si je l'ai matraqué il y a 18 mois, il s'en souviendra encore aujourd'hui, donc j'ai dû le reprendre. J'ai dû aller chercher l'endroit compacté par mon semis il y a 18 mois et le rameublir, l'ameublir à nouveau, parce que le tournesol sera assez feignant. S'il rencontre des zones compactées, c'est un système racinaire qui ne se développe pas bien et une plante qui a du mal à chercher ses nutriments et ça flotte. Bienvenue Kylian dans les nouveaux followers. Mais tu n'étais pas abonné, il me semble. Ou tu t'es désabonné, tu t'es rabonné. Ah non, c'est que tu as pris un abonnement de niveau 1. Ah ouais, mais attends, j'ai mal fait l'alerte. Déjà, merci beaucoup. Un grand merci. Tu es le second avec Arthur qui s'est abonné. Tu as fait un sub. C'est très sympa, vraiment. Un grand plaisir pour moi. Donc là, je me trompe. Ouais, c'était un sub. Alors attends, dans Streamlabs, parce que c'est là que les alertes, elles passent. J'ai mal configuré le message qui s'affiche. Alors j'ai bien vu dans le chat que ça se voit que tu as pris un sub. J'espère que j'en ai pas oublié, je vous ai pas oublié un petit peu plus haut. Et du coup, vous avez un petit
Ah ouais, vous avez un petit logo en face de votre nom. Il y a marqué First, fondateur abonné depuis 1 mois. Ah bah bravo. Et non, ma situation est complexe. D'accord, alors attends, dans Streamlabs, quand on souscrit, souscription. Ah ouais, voilà, c'est ça. Je vais marquer a pris un sub. On va mettre comme ça. Puis on va mettre un grand merci là. Voilà. Là, on va bien le voir. Quand je ferai la lecture du sub, je ne me tromperai pas. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais peut-être vous laisser. Vous n'avez plus trop de questions. On a parlé, voilà, tournesol. J'ai très hâte de le semer quand le moment sera venu. Parce que j'aime bien semer. Ah, et puis je vais quand même regarder les températures du sol. Optimale du tournesol, j'ai oublié. Tiens, on va me regarder sur Terrinovia. Ah tiens, j'ai mis de l'eau sur le clavier. Ça va pas bien marcher ça. Donc on regarde à quelle température il s'éclate et puis bah, de toute façon quand les risques de gelée ils seront écartés, eh bien on sèmera le tournesol début avril. La misère. Bon, on verra bien. Alors, bonne pratique. Non, ça c'est le stockage. Les règles d'un semis réussi. Ça va être par ici. Non, non, c'est bon. Non, non, mais reset pas, Kylian. Non, non, c'est pas utile. Il faut pas. Non, non, ça devrait marcher. Le proche. Ah bah Dama Grobio, tu t'es abonné. Ah non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ah ouais, non, 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 mais testez pas. Je sais pourquoi, j'ai pas actualisé les alertes dans OBS, dans mon logiciel. C'est pour ça. Non, non, mais vous ne faites pas de sub pour tester si le truc marche. Voilà, j'ai actualisé normalement, mais bon, j'ai parfaitement vu que tu t'étais... que tu avais sub. Merci. Merci Damagrobio. Re-salut Alex. Bon, t'as loupé le coup de la flotte dans le clavier. Oh, la vache, il y en a partout, non? C'était honte. Je sais pas ce que ça va donner. Désolé. Désolé pour le bruit. Je fais de la culture du riz là sur mon clavier. Pour en revenir au tournesol, j'ai un voisin qui le sème en repartition semi en ligne et qui a le même résultat qu'en monograne. Ouais, c'est ce qu'on parlait la semaine dernière, Pascal. Mais ouais, écoute, pourtant, il est conseillé de semer en rang. Ça a l'air plus optimisé pour une plante où il n'y en a pas beaucoup par mètre carré et que si tu les disposes pas bien, bah, je vais vous embêter avec le son. Bon, normalement il n'y a plus d'eau. Je sais pas si ça rouille un clavier, on verra bien. La culture du pain blanc existe en Touraine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas, Fred. C'est une culture que je connais pas du tout. J'ai cru, attends, est-ce qu'il y en avait Qu'est-ce qu'il y avait l'autre jour?
Non, on avait... non, c'était pas du lupin, non, non. On avait du lin. On avait du lin, non, par chez moi, le lupin, non, non. Faudrait que je me renseigne. Et par chez toi, Fred, tu en fais? Beaucoup d'eau dans ton secteur? Non, client, on a eu 16 mm là. Combien de patates par Damagrobio? Combien de patates par pied? Moi c'est pas beaucoup, hein. J'ai dû faire 3-4 kilos par pied. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine de petites patates, pas grosses comme le poing, quoi, même pas. Alors, j'ai pas pesé hein, la récolte. Non, on n'a pas parlé du lupin, Fred. Ouais, ça va faire du bien à l'engrais et puis par conséquent aux cultures, c'est clair. Je me bataille avec mon clavier. Normalement, c'est bon. Voilà. Bon, bah, je vais peut-être vous laisser. Je vais mettre le clavier dans le micro-ondes pour le faire sécher. En tout cas, un grand merci à Arthur, un grand merci Damagrobio, un grand merci à Kylian pour vos subs. Merci à Clem pour ses cheers, ses dons lors de ce live. Ça a été une grande première pour ce live. Voilà, c'est super motivant, c'est super. C'est super. Grand merci à vous. Le chat a été mis en pause, mais pourquoi il se met en pause? Donc oui, tout à fait. Bah, le lupin, ouais, c'est une légumineuse, hein, c'est ça. Hein. Attends, je vais regarder. Et c'est quoi le débouché, Fred, de cette culture? Tu le fais donc pour cultiver la graine, je présume, ou sous forme de couvert? Ouais, je vais le mettre dans le four. Ah, la misère. Un clavier à une centaine de dollars. Et donc, ouais, ce serait intéressant que tu nous en parles. Ouais, ça pourrait être, si tu le cultives, ça pourrait faire partie d'un sujet d'échange qu'on aurait ensemble et puis de comment tu le cultives. À ton clavier. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai mis de la flotte sur mon clavier puisque je vous ai montré mes plants de patates douces. Forcément, ils sont dans l'eau et forcément, ça va pas bien ensemble. On a essayé il y a 20 ans, mais le rendement trop irrégulier à cause du stress hydrique au printemps et des gelées tardives. Ça se sème quand? Ça faudrait que je regarde. Alors c'est vrai que là, moi, en légumineuse, je m'éclate avec la luzerne, avec la févrole. La févrole, c'est plutôt, les rendements sont plutôt linéaires, hein, on tourne à une trentaine de quintaux. En moyenne, c'est ça. Sauf l'année dernière où ça a rendu 10, une tonne par hectare. Mais là, c'était vraiment un accident. Je les ai semés hors période. Je les ai semés fin janvier, je crois. Mais quand on les sème fin novembre, mois de novembre, voilà, ça fait 25-30 quintaux. Le boulet, exactement. Et c'est vrai que dans un système, hein, j'en parle souvent dans mes vidéos, les légumineuses, on a tendance à de plus en plus les intégrer, un système céréalier, pour sortir, enfin, on ne peut pas sortir complètement des apports des minéraux, des apports d'azote sous forme minérale, sous forme d'engrais, mais ça permet d'en apporter de manière naturelle avec des plantes qui le captent naturellement. Après, elle en capte voilà, peut-être 30, 40, 50 unités par hectare. Ça ne couvre pas tous les besoins d'une plante, d'une céréale ou d'un colza. Mais ça va être un super soutien. Et ça, en France, bah, c'est une filière légumineuse, protéagineuse. C'est une filière soutenue. Il y a une incitation financière et par les aides européennes à ces filières-là, à en produire. Donc c'est chouette. C'est chouette. Non, pas de blé noir. Non, on n'en fait pas. Bah si, oui, on parle du sarrasin là.
On parle du sarrasin. C'est ça. Donc, si, il y en a quelques-uns qui en font. Écoute, si je lui en propose, elle l'achètera. Alors après, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Ça peut être des cultures à explorer. Mais alors, le truc, c'est que ça mûrit tard, ce genre de truc. Et pour les quelques-uns de mes confrères qui en ont fait, alors oui, à ma COP, oui, ils les prennent à ma COP. Eh bien, certains, ça se récolte tard, la culture, la plante en finit pas de mûrir, et ils récoltent une tige qui est verte, une graine qui est mature, mais une tige qui est verte. Et ça graisse les batteuses, ça graisse bien les batteuses, quoi. Donc, conditions de récolte plutôt compliquées pour le coin. Ah ouais, valorisation des graines de lupin, Fred, en élevage. Ok. Après, voilà, dans nos métiers, ce qui nous retient beaucoup à explorer de nouvelles cultures, comme tu le dis, Fred, si ça a été abandonné il y a de nombreuses années, c'est en fait la variabilité des rendements. C'est-à-dire si une plante, on a du mal à la maintenir en rendement dans le temps, donc ça laisse beaucoup de part au risque et à la confection d'un revenu durable et stable. Dans le temps, nous, en tant qu'agriculteurs, on a besoin quand même de s'assurer et de limiter un maximum les risques de rendement, de décrochement, forcément. Parce que quand il n'y a pas de rendement, il y a moins de revenus. Le revenu est directement lié au rendement. Donc des cultures à fort risque et à forte variabilité de rendement, on va s'en détourner. Et on va se tourner vers celles qui ont plus de sécurité, tout simplement. Voilà, c'est bon. Un voisin va faire du lupin tous les ans, c'est rigolo, on dirait des palmiers quand ils sont petits. J'en parlerai dans un... Ah, ça serait cool, fais-nous voir. Fais-nous voir, Alex, c'est clair. Donc voilà, on m'a toujours dit qu'il fallait un coup de gelée pour faire mûrir. Ah ouais, sur le sarrasin, sûrement. Ouais, tu vois, voilà, pour moi, je ne m'engage pas dans le sarrasin, même si j'ai hésité quelques fois. D'en semer à la volée, par exemple, sur une orge à la veille de la récolte. Ça se fait, un semer à la volée. Et puis au passage de la moissonneuse, ça recouvre les graines de paille. Et puis la germination se déclenche comme ça. Certains dans mon coin l'ont fait. Et après, voilà, c'est la question de comment on récolte ça, quoi. Parce que du coup, si on sème ça, ça germe courant juin, début juillet, enfin début juillet, après la récolte de l'orge, et on récolte ça tard. C'est sûr, on fait 2 récoltes dans l'année, mais si c'est pour faire une moisson de galère, c'est pour ça que je ne m'avance pas très vite dans cette culture-là, quoi. Mais ça se vend très bien, ça se vend, c'est un fort sur le marché de la céréale, oui, c'est une céréale sans gluten. Eh bien, ça se vend bien. Faire un massage cardiaque. Je vais faire la touche échappe plusieurs fois, ça va peut-être extraire la flotte. Ah d'accord, ouais. Donc Alex, donc Fred, tu nous dis qu'Alex, tu es dans la zone géographique de multiplication de Jouffret de Rio. Donc zone de multiplication, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est en fait... voilà, je vais vous donner l'exemple du tournesol. Vous savez que moi, j'achète des sacs de semences de tournesol. Je veux une variété bien spécifique. Mais ces graines-là, elles ont été produites par un autre agriculteur avant, et qui est multiplicateur. Il en a semé une petite portion qui vient, c'est des générations, je ne sais plus si c'est des F1, F2, F3, F4, je ne sais plus. Donc c'est des souches, des graines, voilà, des graines issues du semencier, du créateur de la variété. Il l'a confié à un multiplicateur, à un agriculteur qui fait très attention, qui a vraiment que son tournesol, que la variété dans sa parcelle, qui fait attention ensuite à l'acheminement pour pas qu'ils soient infectés d'autres tournesols. Et ensuite, ces graines atterrissent dans mon semoir. Et je pourrais être multiplicateur et faire un contrat de multiplication
pour la graine de tournesol ou pour... Bah, je l'ai déjà fait pour la luzerne. Et voilà, qu'est-ce que c'est qu'une zone de multiplication et un contrat de multiplication. C'est un agriculteur qui va multiplier la souche, la graine, qui sera utilisée par le grand nombre de cultivateurs en France. Et même ailleurs, parce que la France est le leader de la production de semences. Et de la création variétale, j'imagine, par conséquent. Donc voilà, mes chers confrères et chers abonnés, j'ai été très bavard. Je vais vous laisser. Je vais vaquer à mes vacances. Je l'ai dit au début du live, je vais prendre quelques jours. Voilà. J'ai pas franchement le sentiment que leur multiplication soit enchantée de travailler avec pour eux. Ah mince, ça se passe pas bien. Semis derrière orge, c'est trop tard. Bah oui, mais donc il faudrait que le sarrasin le semer comme une culture principale. C'est mal où la récolte est assurée et c'est une culture qui n'a besoin de rien. Ouais, voilà, c'est une culture qui n'a pas beaucoup de besoin en intrants. Voilà, j'en sais pas plus, mais je sais que ça n'a pas beaucoup besoin. Donc ça fait du sarrasin une culture intéressante parce qu'elle demande peu de frais pour les rendements derrière. Voilà, voilà. Bon, bah, ça fait plein de choses à parler encore, hein. Donc Fred, on prend rendez-vous, on en reparle. Et puis on se fait ça un de ces week-ends. Bon, je pense le week-end prochain. Puis j'essaierai de vous tenir au courant de ce que je vois là dans mes vacances. Je vais changer de région, je vais être à la montagne. Bon, il n'y aura pas beaucoup de champs à filmer là-bas, hein. Mais salut Flavien, à bientôt. Mais j'espère y croiser de l'élevage, de la confection de fromage, pourquoi pas, ou de lait tout simplement. Donc on verra ça. Bon voilà, ça a pas bugué. Ah ouais, attends, le son il a dû saturer. Alors attends. Ça a dû saturer des fois. Voilà. Bah merci à tous, hein. Pascal, ouais, t'es resté tout le long du live. C'était cool. Je vais faire un massage à mon clavier. Et puis je vous dis à bientôt. Bonsoir à tous. Et bah écoute, Kylian, ouais, vous avez encore des questions. Ouais, le relevage, il n'a pas dysfonctionné. J'ai demandé à ma concession, et puis mon mécano, il est venu. Et puis on n'a pas trouvé d'erreur, de défaut d'électronique. Et du coup, on a débranché les cosses, rebranché un peu, mis de magique, de liquide magique. Mince, j'ai oublié le nom. On a lubrifié un petit peu les cosses. Gloire à Flavien, ouais. Est-ce qu'on peut parler sur WhatsApp tout à l'heure? C'est Flavien. Ah ouais, bah merci Flavien. Ah oui, bah on parlera de tout ça. C'est apparemment assez entendu en termes de prix, rachat des nombreux, d'accord. Les contrats de semences se sont pas bien déroulés. Donc ouais, bah, j'espère qu'il ne va pas dysfonctionner le relevage. Voilà, est-ce que c'est le contrôle d'effort qui part en sucette? Pourtant, il n'y a que 2 capteurs, il n'y en a pas 36. Il fonctionnait bien. Donc à voir. Merci pour vos subs, encore une fois. Merci pour vos dons. Merci pour votre présence. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne et belle soirée. Voilà. Merci Kylian. À bientôt. Salut!